Merci la team. En tout cas, on va passer maintenant au témoignage. Yes! On va continuer avec les témoignages de notre sœur qu'on a commencé hier. On l'avait appelée Aïssiatou. Donc, Aïssiatou, quand elle s'est rendue à la police, ce fameux jour-là, après l'école, elle a porté sa plainte, comme j'ai dit la dernière fois. Les policiers ont accepté sa plainte. Ils l'ont appelée une assistante sociale. Donc, l'assistante sociale vient à la police, la prend ce soir-là, l'amène dormir quelque part et on l'amène chez les juges des enfants. On inscrit son dossier, on commence à suivre maintenant, à lui poser des questions et tout. Donc, on doit organiser son départ, quoi. Donc, elle est vraiment partie comme ça. On l'a installée dans un foyer. On a porté plainte. On a convoqué les parents. Donc, maman Sylvia et son mari, papa Abdoul, donc son papa, ont été convoqués. Quand ils sont convoqués déjà chez les sociales, ils ont tout nié. Tout nié en boucle. Tout nié, c'est une menteuse, c'est une enfant qui n'écoute pas. Toutes ces petites filles-là, elle connaît les garçons, alors qu'elle ne connaissait pas les garçons. Donc, elle a descendu, tellement descendu, qu'ils ont dit, ils vont quand même aller chez le juge. Quand ils arrivent au tribunal, parce qu'elle a fait des déclarations, elle a dit qu'ils veulent me renvoyer en Afrique, ils veulent comme si, parce que je travaille chez le boucher. Et ils ne savent pas ce qu'elle a déclaré. Ils arrivent au tribunal devant les juges. Avec son cousin Mamadou. C'est lui, non? Non, avec son cousin Ibrahim. Ibrahim qui venait là-bas, c'est Ibrahim qui devait la ramener en Afrique. Quand on arrive devant les juges, elle a un avocat commis d'office. On leur pose les questions. Maman Sylvia, elle dit toujours la même chose, non? Qu'elle n'écoute pas, c'est une petite menteuse et tout ça. Ibrahim lève la main. Messieurs les juges, elle est très impolie, très mal éduquée. Nous, dans notre culture, comme c'est là, on a décidé, on va la renvoyer en Guinée, elle va aller se marier là-bas, comme ça, on va l'éduquer dans les mariages. Parce qu'à cette allure-là, qu'elle aime déjà les garçons, elle va nous ramener la poussette. Donc, effectivement, nous, on doit la ramener en Guinée. Il est en train de dire ça à un blanc belge. Que lui, il va prendre une belge, il va la ramener en Guinée, lui donner un mari qui va l'éduquer à un blanc belge, accompagné de 2 autres blanches belges qui ont fait, je ne sais pas, 10 ans d'études de droit. Et même, ils ont regardé, ils ont dit, mais c'est toi qui dois rentrer ou c'est elle? Le garçon a confirmé que dans leur culture, il faut le respect, que comment un enfant peut travailler dans la maison, elle gère son argent, elle n'a pas le respect des Sylvains. Sylvain l'a élevé depuis qu'elle est venue ici. Patati. Ça, c'est le cousin. Hein. Comme le papa n'était pas dans l'affaire, c'est le cousin et la maman qui ont été convoqués. Quand ils ont dit seulement ça, le juge a dit d'accord, vous aurez la sentence. On leur a dit, hein, 1000 mètres. 1000 mètres. Vous ne l'approchez plus, vous la laissez tranquille. Vous ne la touchez plus. Donc, on l'a prise, on l'a protégée. On leur a dit, on va la mettre dans un foyer. Comme ils ont compris que sa vie était en danger, on ne leur a même pas donné le nom du foyer. Ils sont sortis là-bas dépassés. Donc, eux, ils pensaient vraiment que toutes les preuves qu'ils avaient, qu'elle est impolie, qu'elle est comme ci, comme ça, là. Les gens, là, comme ils sont grands, on allait les comprendre. Elle a dit, tu vois comment Dieu Kabibi peut faire les choses. Mon cousin, il était villageois. Il avait peut-être 2 ans en Belgique. Donc, lui, il réfléchissait comme en Guinée. Il va dire aux Blancs qu'il va me prendre, moi, une Belge, me ramener en Guinée, que j'aille me marier pour qu'on m'éduque dans les mariages. C'est comme ça qu'on la prend, on la met au foyer. Quand elle arrive au foyer là-bas, elle trouve beaucoup de petites Congolaises. Hein. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de Congolaises là-bas. Donc, elle est toujours en Flandre. Elle est à l'école, comme elle allait dans son école des diamants. Elle m'a dit qu'il y a 2 catégories de foyers. Il y a les foyers pour les enfants bandits, gangsters, ceux qui font les troubles. On va les mettre là-bas. Mais il y a aussi des foyers pour les bons enfants. Les enfants dociles, peut-être c'est les parents qui ont la tête capoute et tout ça. Donc, les foyers pour les gens normaux comme elle, ils ont le droit d'aller à l'école et de sortir. Après, en fait, tu vis normalement, tu es comme chez vous, mais seulement c'est un foyer. Mais les autres là qui sont interdits de sortir, ce sont des enfants qui habitent dans des foyers où il y a des cas sociaux, des enfants difficiles. Elle est tombée dans un très bon foyer.
parce qu'elle avait dit la vérité qu'elle travaillait chez les bouchers. Elle a continué à travailler chez les bouchers, mais maman Sylvia ne savait pas qu'elle travaillait chez les bouchers parce qu'elle habitait au foyer. Donc, elle allait dans leur quartier, en tout cas au centre-ville de leur village. Elle allait, elle travaillait, elle terminait, elle rentrait. Elle dit, Maman Kabibi, un jour, on m'a payé. J'ai dit, bon, comme j'ai l'argent, j'ai fait un petit tour au magasin, je m'achète quelque chose. Elle part au magasin, elle tombe sur Maman Sylvia. Maman Sylvia va s'effondrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'elle, elle est partie au foyer, genre, elle ne va plus sortir. Elle n'a pas de famille chez qui elle va aller. On leur avait interdit la garde, même pas qu'elle vienne le week-end. Donc, Maman Sylvia, très étonnée. C'est comme ça qu'elle comprend qu'elle sort. Elle part l'accuser à l'État que vous avez pris l'enfant. L'enfant a déjà fui les foyers. Moi, je l'ai rencontré, j'ai les preuves, je l'ai vu. Comment elle a fui? Non, les foyers où elle est là-bas, elle ne sort pas. Comment moi, je l'avais dit à 18h30, c'est comment? Je l'ai vu sur la route au magasin. Donc, elle a déjà fui les foyers. Vous êtes incapable de venir nous dire. Ils ont vérifié, dit, mais non, elle habite au foyer. Mais le foyer où elle vit, elle a le droit de sortir. Elle n'est pas en prison. Elle a dit, Maman Sylvia était déçue. Parce que quand je partais là-bas chez les juges, je me disais, ouais, toi, maintenant tu vas aller habiter au foyer. Chez moi même, tu sortais. Tu avais la liberté. Tu veux me vendre, tu veux me faire passer comme une mauvaise femme. Je t'ai nourri, toi et ton père, des profiteurs, des voleurs. Vous avez volé mon argent et celui de Carlos et tout ça. Donc, elle lui disait que des mauvaises paroles. Elle a dit maintenant qu'elle est au foyer, bien sûr qu'elle continue à partir à l'église. Elle aime beaucoup l'église. Elle partait toujours dans cette église-là. Elle partait dans l'église. Donc, au foyer, là, elle est venue rencontrer Carlos. Carlos, les garçons, pas Carlos, Samuel l'Angolais, dans lequel Maman Sylvia voulait qu'elle se mette avec ensemble. Donc, les Carlos, là, il avait une bonne situation. Carlos commence à la suivre au foyer, Elle a dit, Kabibi, comme il était gentil et tout ça, maman, il m'a convaincu. Il est allé me piétiner. Pour mes 18 ans, mon cadeau d'anniversaire, comme je devais sortir du foyer, et tout ça, commencer une nouvelle vie, parce qu'au foyer, à 18 ans, on doit te mettre maintenant dans un autre foyer des jeunes travailleurs. C'est le jour-là, donc, cadeau d'anniversaire, c'était piétinement. C'est lui son premier. Le garçon là qui sa maman Sylvia lui avait donné. Donc, elle a accepté qu'on la piétine là-bas. Elle avait beaucoup de stress. Et puis, elle m'a dit, tu vois, j'étais au foyer, mais j'avais la culpabilité. Par moi, je me disais, est-ce que j'étais vraiment un bon enfant? Elle a dit, tu vois, quand on te maltraite, parfois, tu as l'impression que tu mérites la maltraitance. Je me demandais, est-ce que j'étais vraiment un bon enfant? Est-ce que... Donc, j'étais habituée à être attachée, en fait. Maintenant, au foyer, j'étais libre. Je me demandais, comment quelqu'un peut vivre comme ça? Donc, je me réveille. Si le cours, c'est 9 heures, je peux aussi dormir jusqu'à 8 heures. Donc, personne ne viendra toquer. Pourquoi tu dors? Non. Donc, je dors, je me réveille, je me lave quand j'ai envie, je m'apprête, je pars au cours quand je termine. Je dis, je rentre à la maison, ou enfin, je rentre au foyer ou je pars me balader en ville. Elle a dit, Maman Kabibi, j'ai trouvé ça bizarre. Bizarre que quelqu'un soit libre. Que tu sortes, tu n'as pas l'heure. Hein? Bon, quand même, au foyer, on ne rentre pas à 2 heures du matin. Mais tu n'as pas la pression que je dois courir. Elle a dit, tu vois, la première semaine, j'étais mal dans ma peau. En fait, j'avais peur de sortir. Pas parce qu'on allait me gronder, mais parce que je trouvais que, comment je peux sortir, en fait? Je n'ai pas le droit. Ça lui a mis du temps. Donc, la frustration, tout ça. Et le Samuel, là, il était toujours derrière elle. Donc, il a piétiné. Elle a étudié. Elle a fini son truc des diamants. Quand elle a quitté le foyer, l'école des diamants n'était pas finie. Parce qu'en l'école des diamants, elle a eu 3 diplômes, hein, des diamants. Donc, on l'a logée dans les foyers des jeunes travailleurs. Hein. Et c'est là-bas, au foyer là-bas, les appartements des jeunes travailleurs, qu'elle travaillait, elle allait à l'école et tout ça. Et elle est tombée enceinte de Samuel. Quand elle tombe enceinte de Samuel, Samuel dit qu'ils doivent s'installer ensemble. Donc, elle a quitté son appartement. Elle est partie s'installer chez Samuel. Mais Samuel, c'était un Angolais. Parce que la maman, là, elle était portugaise blanche. Mais Samuel, c'était un Angolais. Mais un Angolais qui se considère comme un Portugais parce que c'est un Angolais qui vit au Portugal, né, grandi au Portugal. Vous voyez? C'est vraiment comme un Sénégalais né, grandi en France, un Malien, vous voyez, les colonies françaises, un Camerounais ou un Ivoirien, vous voyez. Donc, il est seulement Ivoirien, des peaux, des tout, mais il est comme un Français. C'est comme ça que
Le garçon là, il est vraiment comme un Portugais. Et c'est pour ça qu'il fréquentait la maman là, parce que c'est comme une vraie tata, quoi. Mais par contre, quand ils se sont mis vraiment ensemble et que lui, il savait que la femme là le maltraitait, lui aussi, il ne la fréquentait plus. C'était pas comme s'il devait quelque chose à la maman Sylvia là. Sylvia l'aimait bien seulement. Donc, il ne se fréquentait plus. Sylvia ne savait même pas qu'il habitait là-bas. Quand elle tombe enceinte, ça fait peut-être déjà 3 ans qu'ils habitent ensemble, qu'ils cohabitent ensemble. C'est l'amour, elle a déjà grandi, elle a déjà eu son diplôme, son dernier diplôme. Elle tombe enceinte. Elle a dit, si c'est la culture, si c'est quoi? Je dis que je suis enceinte. Maintenant, il faut qu'on se marie. Est-ce que tu t'imagines que j'ai eu l'idée de lui dire qu'il doit me doter? Me doter chez mon père. En fait, je me suis dit, ben, j'ai grandi, je suis partie là-bas au foyer, j'ai eu mes diplômes des diamants. Normalement, ils doivent être fiers de moi parce que je ne suis pas devenue une petite vagabonde. J'ai quand même un fiancé valable. C'est le fiancé qui m'avait présenté, c'est mon premier. Je suis enceinte de lui, donc l'enfant comme correct, quoi. Maintenant, je viens carrément que mon gars demande la main. Comme ça, papa va voir que finalement, j'ai réussi, ça va l'apaiser. Elle a donné les numéros à qui ça? À Samuel, qu'il appelle son papa. Il a appelé son papa. Son papa lui a dit 4 vérités. Que lui, il ne prendra jamais l'argent de cette pute-là, qui a quitté sa maison, sa femme est indignée. Un enfant qui a fui, qui l'a amené, lui, à la police, lui. Pourtant, ce n'est pas lui qu'on a amené, c'est sa femme et son. Il a dit un enfant qui est parti de cette voie-là. Ne mérite pas le mariage. Il ne bénira jamais ce mariage-là. Il ne va pas prendre cet argent. Elle ne va pas se marier. On a ramassé Samuel au téléphone. Samuel est venu lui dire. Ça a découragé Samuel. Ils ont laissé tomber. Elle a accouché de son enfant. Elle a accouché d'un garçon. Donc, il reste avec Samuel. Et avec Samuel, comme Samuel, lui, voulait se marier, ils ont eu des hauts et des bas. Ils se sont séparés quand son enfant avait 1 an et demi. Quand ils se séparent, c'est elle qui part, parce que c'est elle qui avait libéré son appartement. Elle part chercher un autre appartement, elle s'installe. Elle commence à travailler dans les diamants. Dieu lui a fait grâce, elle est tombée sur une très bonne boîte. Mais elle avait un enfant. Elle rencontre la maman congolaise, la maman Kriska. Maman Kriska, parce qu'elles ont toujours gardé contact. Maman Kriska lui dit, ah, j'avais vu ton papa. Il est venu me parler, il m'a dit, c'est moi que tu écoutes et tout. Vraiment, lui, il ne veut pas de ces Samuel. Elle a dit, hé, maman Kriska, laisse même. Samuel, le mariage est déjà terminé. J'ai déjà déménagé. Il a dit, oh, ne me dis pas ça. Il a dit, maman, elle a dit, ma fille, il ne fallait pas. Pourquoi tu appelais ton papa? Pour aller lui donner la dot. Ton papa, là, tu sais que c'est un sorcier. Comment Samuel, il t'aimait depuis que tu étais ici, c'est ton premier. Il t'a fait l'enfant, hein? Il voulait t'épouser directement comme ça. Samuel a changé d'avis. Est-ce que quelqu'un peut quitter une femme juste parce que son papa dit qu'il ne veut pas prendre la dot? Samuel, là, il est comme un Portugais. Là, maman congolaise a regretté. Elle dit, ma fille, il fallait me dire. On allait entrer en prière. Votre séparation n'est pas normale. Mais c'est trop tard. Elle est déjà partie. Elle a déjà pris la maison. Elle a acheté les meubles et tout. Comme elle travaillait. Donc, ça passe. Elle reste encore 2 ans. 3 ans. Les maris ne se voient pas. Elle vient tomber sur un garçon qui s'appelle Brice. Brice, en tout cas, moi, j'ai compris que c'est un Muzombo. Muzombo, je crois que ce sont les Congolais de Kinshasa qui sont angolais, où ils ont eu des enfants, où ils habitent à la frontière, où c'est le peuple congolais qui est... Bref, je ne connais pas. Les Bazombo, elle a dit, le garçon là, il est angolais, mais du bas Congo de chez nous, de Kinshasa. Mais c'est un angolais. Donc, je crois que c'est un Muzombo. Donc, elle les rencontre en Belgique et tout ça. Le garçon, il est sans papier. Elle travaille dans une grosse boîte de diamants. Elle accepte les garçons là. Elle dit qu'elle veut l'aider. Parce qu'elle avait trouvé les garçons là, si c'est à l'église, si c'est où, mais elle savait qu'il n'avait pas de papier. Donc, elle le prend, elle lui dit, je ne vais pas t'épouser, mais on va aller faire cohabitation officielle. Viens habiter chez moi. Brice vient habiter chez elle. C'est elle qui fait tout pour Brice, jusqu'à envoyer l'argent à la maman de Brice. Parce que vous voyez qu'elle a un grand cœur, elle a beaucoup souffert, donc elle n'aime pas que les gens souffrent. Elle a dit, Kabibi, j'avais de la compassion pour les Brice là. Je m'étais déjà dit dans mon cœur, je vais l'aider, même si je sais qu'en Europe, on dit que non,
Les hommes là, ils fuient les filles avec les papiers. Vous nous appelez les petites des coteaux, les enfants d'Europe et tout ça. Donc, on sait ça. Mais dans mon cœur, je m'étais dit, je vais seulement l'aider. OK. Donc, ça passe. Elle prend les Brice là, elle met dans la maison. Il commence à habiter, tout se passe bien. Brice a eu la carte orange. La carte orange, c'est comme la résidence ici en France. Quand on lui donne la carte orange, il part chercher le travail. Dès que Brice trouve le travail, il commence à fumer les pétards. Elle a dit, est-ce que tu te rends compte que le gars s'est retenu 4 ans? Il ne fumait pas les pétards. À moins qu'il fumait ça en dehors, moi je ne le voyais pas. Il ne fumait pas. Il ne sortait pas. Dès qu'il a commencé seulement à travailler, Maman Kabibi, il a changé de comportement. Le garçon là, il continue ses comportements compliqués et tout ça. Elle dit non papa, les pétards c'est trop. Toi, je t'avais eu à l'église. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, c'est pour chercher les sœurs, vous voyez, les sœurs gentilles filles là qui ne connaissent pas la vie, qui ont grandi. C'était elle. Elle avait rencontré le garçon là, Brice, à l'église. Brice a commencé à fumer les pétards. Brice a commencé à sortir faire l'ambiance. Brice est devenu à lui congolais. Lui, il doit s'habiller. Il ne participe pas dans la maison. Il ne donne rien. Elle est avec son enfant. Elle a dit, moi, ça ne va pas marcher. Donc, elle a foutu dehors. Quand elle le chasse, il part habiter chez l'ami de son ami. Parce que lui, Brice, là, s'il était venu à leur église, c'est parce qu'elle connaît beaucoup de Congolaises. Même la personne qui lui a donné la chaîne ici, c'est une maman congolaise, une quinoise, qui habite à Bruxelles. Donc, son ami là, Brice, c'était si c'est l'ami de son grand frère ou un truc comme ça. Il part habiter là-bas. Quand on l'a chassé, il part faire colocation. C'est quand il vient se rendre compte que chez elle, il habitait gratuitement, qu'il était à l'aise, qu'il avait droit à tout. En fait, c'était comme chez lui. Il a commencé à regretter. Sa copine venait lui donner les messages. Hey, Brice regrette, Brice regrette, Brice regrette. Mais elle a dit même comme ça, je ne le récupère pas. Mais elle m'a dit, ça lui avait fait très mal au cœur parce que elle est quand même restée avec lui 4 ans. 4 ans de lui donner les papiers, le nourrir, et tout ça. Elle était très déçue qu'il change comme ça. Elle a dit, est-ce que tu te rends compte que dans ma vie, j'habitais avec une chrétienne qui regardait les boules. J'habitais avec un papa qui était féticheur, mais qui était un homme normal dans la ville. Avec un cousin qui me détruisait. En fait, j'ai vécu avec beaucoup de gens qui avaient double face. Je suis restée avec les Brice là pendant 4 ans. En fait, lui, il vivait avec moi pour l'intérêt des papiers. Quand il est parti là-bas, il a commencé maintenant à travailler. Travailler, Kabibi. Tu sais que Brice est venu prendre une fiancée seulement dans notre église. Une fiancée dans leur église, une fille qui venait de temps en temps, hein, dans leur église, là, leur église des Brésiliens, là, c'est une grande église. On prêche en flamand et en brésilien, en portugais. Donc, il y a aussi les gens de la Flandre qui viennent écouter. Donc, Brice, là, comme elle avait ramassé à l'église, il est venu épouser une autre fille. Ils ont quitté l'église. Elle l'a dit. Ça lui a fait mal parce que elle était venue en Europe ici comme rien. Elle a fabriqué quelqu'un et le quelqu'un est parti aimer notre fille. Elle a dit, je ne sais pas si intérieurement, je voulais qu'il continue à me supplier. Je ne sais pas s'il avait continué à me supplier, si j'allais accepter. Elle a dit, Kabibi, j'ai souffert. Mon cœur a souffert. Quand j'ai vu Brice, ça fait 4 ans chez moi. Moi, je l'ai logé, nourri. Il a aimé la fille-là. Il est parti épouser cette fille-là. Il faisait tout. Tout pour la fille. Comme un vrai homme. Mais chez moi, il n'était pas un homme. C'est là que je me suis dit, donc, c'est moi qui l'aimais, lui, il m'aimait. Donc, ça l'a dépassé. Elle est restée avec son enfant. Quand elle reste comme ça, elle vient rencontrer encore un autre Angolais. Quand elle rencontre l'Angolais, là, lui, on va l'appeler comme Robin. Robin, c'est un Angolais qui vient aussi du Portugal, qui habite là-bas, lui qui a ses papiers par contre. Robin travaille, Robin est beau, Robin, il connaît très bien le Portugal, donc le garçon intégré et tout et tout. Ils se mettent ensemble, donc la relation va normale. Les va-et-vient entre la Flandre là-bas et le Portugal, c'est des gens, des garçons ambitieux, je dois construire une maison au Portugal et tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est un Angolais. OK? Donc, lui aussi, il dit qu'il doit l'épouser, patati patata. Lui, il dit qu'il veut connaître sa famille. Parce que comment tu vas épouser une fille
Son papa habite là-bas. Elle a son oncle là, le petit frère de son papa, le papa d'Ibrahim, qui voulait la refouler. Il habite à Bruxelles. Donc, elle avait dit, elle a quelques familles. Maintenant, on lui dit, on va se marier. C'est moi avec les gens de l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Lui-même, Robin, il a volé son téléphone. Il a fouillé, il a trouvé le numéro de son papa. Il est parti appeler son papa. Oh papa, moi je suis un garçon sérieux. Je vais épouser ta fille, patati patata. Le papa l'a maudit. Le papa l'a maudit. Ça l'a dépassé. Il vient lui dire, mais comment ton papa, je suis un garçon sérieux. Il a dit, ton papa dit qu'il ne connaît pas ça. Donc ça l'a énervé. Il a dit, lui en tout cas, s'il ne connaît personne de sa famille, il ne va pas l'épouser. C'est comme ça qu'elle était obligée de trouver la famille. Il a dit que toi, tu es de Guinée. La maman congolaise, maman Kriskala, ce n'est pas ta maman. C'est une ancienne voisine, une maman qui t'aime bien. Moi, je veux connaître ta famille. Tu viens d'où? Donc, elle s'est levée. Elle est partie chercher le papa d'Ibrahim. Le papa d'Ibrahim, Ibrahim qui voulait la refouler avec Sylvia. Le papa d'Ibrahim a accepté. C'est quand même le frère de son père. Il a accepté. Donc, on est parti la doter chez le papa d'Ibrahim. Elle dit, Maaka Bibi, j'ai travaillé dans les trucs des diamants. Donc, quand on part me doter là-bas, on a fait les robes. Tu connais un peu les mariages de Bruxelles. On a fait la fête chez les papas, là, les gens dansaient, tout ça, on m'a doté. Quand on sort seulement comme ça de la dot, mardi, quelqu'un me téléphone, quelqu'un qui était à la dot. Oh, moi, ce n'est pas pour faire les commérages. C'est seulement pour te dire que quand j'étais ici, on avait fait les photos, les snaps, j'avais posté sur mon téléphone, quoi. Maintenant, ma cousine m'a appelé que, oh, le garçon là qui est en train de se marier là, c'est le mari de mon ami. Comment ça, le mari de ton ami? Oh, il est marié. Il est marié au Portugal. Il est marié au Portugal. Il a une femme et un enfant. Au Portugal, il est déjà marié. Mais il venait de la doter. Oh, les Angolais ne sont pas des polygames officiellement. Ça l'a énervé, ça l'a dépassé. Elle est partie lui demander, toi tu es marié. La fille là qu'on a dit Mariam, c'est qui? Et tout ça. Il a nié, et puis finalement elle a dit, mais non, c'est du passé, c'est la maman de mon enfant et tout ça. Elle a dit, jamais, tu ne peux pas jouer avec moi comme ça. Toi tu allais me marier et puis toi tu es déjà une femme. Donc les gens te connaissent. Moi donc tu es mari honteux. Je ne peux pas te poster. Regarde toi, on s'est marié samedi, mardi on me dit que tu es une femme. Non, 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 si c'est comme ça, l'amour est terminé. Non, l'amour est terminé. Elle était trop fâchée. Elle a dit, elle a eu un mauvais ressenti, la colère. Les discours qu'elle a tenus là, le garçon est sorti de la maison, il est parti pour toujours. Quand il donne le dos comme ça, de toute façon, elle ne voulait plus. Quand il donne le dos comme ça, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Or, elle vient de le chasser, elle était fâchée, il a prédoté, hein, ce n'était pas la dot prédotée, le toqué. Et vous voyez que ça, c'est des nouvelles salées jusque dans la famille là-bas et tout ça elle a grandi, elle veut se marier. Sylvia a appris et tout. Donc, elle a chassé le garçon là, elle est restée enceinte. Elle a dit, Seigneur, de toute façon, je travaille. Les garçons m'utilisent, les garçons m'exploitent. Tous ces garçons ici, je les trouve ici à l'église. C'est comment. Elle a dit, elle laisse tomber tout ça. Elle va accoucher son enfant. Elle garde sa grossesse bien. Elle part à l'église, à l'hôpital. Le chirurgien lui dit que non. Tu vas accoucher le 11 janvier. Normal, sans souci, parce que sa première grossesse n'avait pas très bien accouché, elle avait fait des hémorragies. Il dit, tu vas accoucher le 11 janvier. Dès que tu as mal, tu viens à l'hôpital. Comme ça, si ça se passe mal, on te fait une césarienne. Okay. Jusqu'en décembre, donc la grossesse est programmée et tout. Le 25 décembre, là, les contractions. Imaginez du 25 au 11. Du 25 au 11, c'est trop tôt. Le 25 décembre, c'est un jour de fête. En Belgique, c'est Noël. Donc, son médecin, elle n'est pas là. Elle part à l'hôpital comme ça, elle arrive, elle trouve d'autres chirurgiens. On l'a fait entrer là-bas. Oh. La grossesse est montée et descendue. On va t'opérer, on va te faire la césarienne. On part, on lui fait la césarienne, on fait sortir les bébés. Ouah, le bébé est sorti. Le bébé est né. Donc, elle est seule, quoi, pratiquement. Elle était partie avec... non, elle était partie seule. Donc, elle part accoucher. On fait sortir les bébés. Elle reste là-bas. On la sort de la pièce normale. Madame, félicitations. On lui donne sa chambre. Elle part là-bas.
Elle fait peut-être 1h30, on vient, on lui montre son bébé. Ah, tu as mis au monde d'un petit garçon. Et en passant, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait renoncé au nom de Aïssiatou. Elle a commencé à s'appeler Rachel. Ça, c'est quand elle a déjà quitté chez maman Sylva, qu'elle est devenue une vraie chrétienne. Elle a même changé de nom, elle est devenue Rachel. C'est une sœur baptisée. C'est une vraie croyante. Donc, Rachel met au monde, elle appelle son fils Emmanuel. Parce que Emmanuel est né le jour de Noël, le jour du 25 décembre. Donc, elle a décidé d'appeler son fils Emmanuel. On lui amène Emmanuel peut-être 1h30 après, elle commence à avoir mal. La douleur l'a dépassé. On vient, on remet de l'eau. On remet comme ci. On remet comme ça. Douleur. Jusqu'au 26, on lui a dit non, ça arrive. Les 26, les 27, hein, on l'a sorti de l'hôpital. Malade. Ah, elle a dit, j'ai déjà accouché, mais ça là. Elle a dit, elle rentre comme c'est la césarienne peut-être. Elle arrive, on dit, il y a une sage-femme qui va passer à la maison pour, si c'est la plaie, si c'est comment. La dame là vient, les 28, les 29. Elle dit, j'ai mal, madame, j'ai mal. Elle n'arrivait plus à marcher. La douleur. Oh! La dame l'a dit, OK, il faut aller chez le médecin. Elle appelle les urgences. Ça, c'est la dame l'a dit, je ne veux pas te faire peur, mais la façon que je vois que ton ventre a gonflé, va aux urgences. Quand elle part aux urgences comme ça, elle laisse son bébé à maman Kriska. La maman congolaise, la grand-mère là. Elle laisse son bébé et le petit enfant. Elle arrive aux urgences, on lui dit que non, tu n'as rien. C'est juste, quoi ça? Des douleurs d'après la naissance, c'était quand même une césarienne. En Belgique, il fait chaud, il fait froid, un truc ça, patati patata. Donc, on lui donne seulement des antidouleurs très lourds. Elle rentre. Quand elle rentre à la maison, on est en janvier déjà. Ça ne va pas que elle n'arrive plus à s'élever. Elle retourne à l'hôpital. À l'hôpital, elle arrive aux urgences toujours, on part, on la met dans les scanners et tout ça, on regarde. Elle est en train de faire une hémorragie interne. Hémorragie interne. On l'a précipitée dans les blocs opératoires. Donc, les médecins, là, quand ils l'ont fait accoucher, ils ont oublié de laisser une sonde d'évacuation. Donc, tout le sang est resté là-bas. Tout son sang était infecté. Donc, on a oublié de laisser la sonde d'évacuation. On l'opère. Quand on l'opère, on la met en salle. Elle fait une semaine, 4 jours. Elle est très malade. On la prend. On part encore réexaminer. Les médecins ont encore oublié quelque chose que je n'ai pas noté. La première fois, c'était tout son sang était infecté. Je crois la deuxième fois, c'est une hémorragie interne. La troisième chirurgie, ils ont oublié de mettre une sonde d'évacuation encore. Donc, je crois qu'on l'a opérée 2 fois pour la même faute. Donc, en tout, elle a fait 1 semaine aux soins intensifs. Avec 2 bébés qui l'attendent dehors. Dieu a fait grâce, elle est sortie dedans. Aucun papa de ses enfants n'est venu la visiter. Personne de sa famille, à part la maman congolaise, la Kreska, et quelques-unes de ses copines, quoi, qu'elle connaît. Mais famille comme ça, proche, personne. Donc, elle sort de l'hôpital. Elle a accouché durement comme ça pour un garçon qu'elle a déjà chassé. Elle ne lui a même pas dit qu'elle a accouché son enfant. Elle a gardé son enfant pour elle-même. Elle a appelé Samuel. Elle est belge. Donc, elle est rentrée chez elle. Vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle ne voulait plus démarrer. Donc, elle est restée comme ça. Aujourd'hui, Samuel, il a 7 ans. Il aura 7 ans cette année. C'est un petit garçon. Elle a dit, tu vois, mon fils, il aime les choses de la religion depuis qu'il a 2 ans. Son fils prie, son fils l'a béni, son fils, il va être comme un pasteur. Son fils, quand il part à l'église des Brésiliens, lui, il porte seulement la veste. Lui, il n'entre pas dans la salle des côtés des enfants. Lui, ça se passe dans la salle des grands. Il fait que répéter ce que les pasteurs prêchent. Donc, son fils a dit, maman Kabibi, mon fils, c'est une bénédiction. Ça, c'était le fils. Quand elle est sortie de l'hôpital avec son fils, elle arrive, beaucoup de traitements, beaucoup de passages à la maison. Elle se sent bien. 1 mois et demi après, tararan, l'assurance maladie, hein, la sécurité sociale, l'assurance maladie lui écrit, oh madame, on a quoi ça?
on a payé 40 000 € pour tes soins. Hein? Donc, on t'a renvoyé les récapitulatifs de tout ce qu'on a payé, comme on fait ici en France. Quand tu as une assurance, ils payent, et puis ils te montrent pour que tu confirmes. Bon, même si tu trouves qu'il y a quelque chose d'anormal, tu dois aller leur dire ça ici, vous n'aurez pas dû payer. Donc, il lui envoie des papiers, il dit, ouais, 40 000 €. En tout cas, c'est normal, c'était quand même 3 opérations lourdes. En plus, j'étais aux soins intensifs. Ça, c'est l'assurance. Le lendemain, comme ça, un courrier de l'hôpital. Elle dit, Mama Kabibi, quand ils m'ont opéré la deuxième fois, qu'ils ont fait la même faute, ils sont partis me loger dans une chambre toute seule. Tellement j'étais soins intensifs, on me sort, on m'a logé dans une chambre toute seule pour que je me remette. Alors que moi, avec mon assurance, je devais avoir une chambre à 2. Donc, l'hôpital aussi m'a écrit pour que je paye les 700 € de la chambre. Donc, elle a dit non. Moi, je n'ai pas 700 €. Pourquoi les gens de l'assurance ici n'ont pas payé les 700 €? Donc, je vais aller les voir à l'assurance maladie pour leur dire comment vous avez payé 40 000, vous n'avez pas payé les 700 € de la chambre. L'assurance maladie regarde, mais non, comment ça? Nous, on avait payé la chambre. Elle dit non, il y a 3 opérations, 3 tours. Mais là, j'ai une facture de 700 €. C'est à vous de payer et tout et tout. L'assurance maladie, la dame là recommence et dit, mais donc, pourquoi on t'a opéré déjà 3 fois? Quand on regarde, elle dit, mais non, le docteur, il avait fait l'erreur. Elle a dit, répète, hein. Il avait fait l'erreur, il a oublié de mettre le sondage 2 fois. C'est pour ça que j'étais aux soins intensifs. Elle dit, donc, toi, et ils font une faute médicale et ils te font payer la chambre. Elle a dit, on te donne l'avocat de l'assurance. C'est comme ça qu'on lui donne l'avocat de l'assurance. L'avocat de l'assurance la consulte, lui dit d'aller demander son dossier médical. Elle part à l'hôpital, elle sait qu'elle a déjà un avocat. Elle comprend qu'ils vont poursuivre l'hôpital. Parce qu'on lui a bien expliqué que c'est une faute médicale. Ils doivent la dédommager. Eux, ils faute sur elle et puis la suivre la dette du lit, qu'elle était partie dormir seule dans une chambre. Elle ne mérite pas ça, elle doit payer. Elle est à l'hôpital par leur faute. Donc, elle part à l'hôpital, elle dit, non, madame, je suis venue chercher mon dossier médical. La dame là de la réception la regarde, la secrétaire du docteur, hein, parce que ce sont des grands chirurgiens. Oh, je suis venue, vous voyez, les gens qui n'opèrent pas, ils ont leur coin bureau là des consultations. Là où il va te dire qu'il va t'opérer. Là, il va te dire qu'il va prendre les rendez-vous chez l'anesthésiste. Les gens des bureaux là, ils ont leur secrétaire personne. Tu verras, docteur Kabibi, docteur Tchela, docteur Soulilov, voilà. Donc, elle part chez la secrétaire du docteur Soulilov. Oh, et tout ça, docteur. Ah bon, dossier médical. Pourquoi je ne peux pas donner les dossiers médicaux? Il faut que j'appelle les docteurs. Oui, docteur. Hein, on a maintenant. OK. Le docteur a dit, on ne va pas te donner aujourd'hui. Il faut qu'il prépare tout. Elle a dit, non, c'est pour l'assurance, pour que l'assurance fasse les remboursements. Oh non, on va voir avec l'assurance. Elle a dit, non, j'ai besoin de mon dossier médical. Oh non, 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 je vais te rappeler. Elle dit, Mama Kabibi, ces gens-là. Elle dit, tu vois, ils ont des numéros officiels. Elle sort. 3-4 heures après, la dame là l'appelle de son portable. La dame l'appelle de son portable pour qu'il n'y ait plus de traces. Elle dit, pourquoi la secrétaire m'appelle de son portable personnel? Oh, le docteur a dit, on ne va pas te donner les dossiers médicaux parce que de toute façon, on a compris avec l'assurance que c'est pour une dette de 700 €. Le docteur a décidé d'annuler cette facture-là, donc le docteur a payé. L'hôpital a payé eux-mêmes la dette de 700 $. Donc, il faut laisser l'affaire là. Tu n'as plus besoin du dossier médical. On va payer directement les 700 $ à l'assurance. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'assurance de payer, c'était l'hôpital. On a annulé la facture. Elle a dit, madame, je veux mon dossier médical. C'est mon dossier. Ils ont calé. Ils ont dit qu'ils ne vont pas donner les dossiers médicaux. Aïe! L'avocat de l'assurance a commencé à bombarder les courriers. On leur a écrit officiellement que c'était faute médicale. Donc, vous devez la dédommager. On les a porté plainte. Quand on les a porté plainte, là, elle avait, voilà, c'était avant le Covid. Donc, on l'a porté plainte. En attendant, elle a repris sa santé. Elle n'a pas de mari. Elle est fatiguée. Elle est dégoûtée. Elle a dit non. Pourquoi elle était dégoûtée? Parce que quand elle a accouché, la société des diamants dans laquelle elle travaillait a décidé de diminuer les effectifs parce qu'ils font faillite ou quoi. Elle m'a dit, Maman Kabibi, c'est un cercle fermé des Juifs et des Indiens.
Déjà, j'ai les problèmes de la peau. J'avais trouvé un bon travail. La société a dit qu'ils ferment, ils vont réduire les personnels. Quelqu'un comme moi, est-ce que je peux manquer? Sur la liste des personnels, numéro 1, Rachel. On m'a chassé du travail en un mot. Donc, comme ils ont réduit les personnels, ils ont donné l'argent et tout, et tout, et tout. Elle a gardé cet argent-là. Elle a dit, elle est très simple, elle est économe. De toute façon, toute sa vie, elle portait les habits du marché. Ça veut dire qu'elle n'achète pas des habits trop, trop, trop compliqués. Elle peut se faire des petits plaisirs, mais elle est normale. Donc, elle prend son argent là des décomptes finales, elle garde. Elle est partie chercher le travail à l'État. C'est pour ça qu'elle est partie chercher le travail dans un bureau d'État pour acheter une maison. Maintenant, sa maison, elle avait des rêves que ma maison sera, je voulais un garage fermé. Un garage, parce qu'il y a des garages ouverts, des garages, je ne sais pas quoi. Elle voulait un bon garage rattaché à la maison pour qu'elle puisse faire un coin pâtisserie, parce qu'elle aime beaucoup faire des pâtisseries. Elle prépare beaucoup, vous voyez qu'on l'a maltraité toute la vie. Donc, les maisons là-bas à Anvers, c'est seulement des 500 000, 600 000, 700 000, 500 000. Où est-ce qu'elle va trouver la maison des 500 000 avec un seul salaire? Donc, elle dit, je vais m'éloigner. Donc, elle part trouver la maison en agglomération, à côté d'Anvers. On va dire dans un petit village aussi. Elle trouve sa maison à 250 000. 4 chambres. Garage fermé comme elle avait demandé. Elle a dit, Marc Bibi, quand Dieu veut te répondre, tu es seule avec 2 enfants, tu travailles à l'État. L'apport, là, il n'était pas aussi waouh. Elle a donné son apport, elle a acheté sa maison l'année passée. Les mêmes années passées, on les a convoqués au tribunal avec l'hôpital. Donc, ils sont partis là-bas. En tout cas, c'était le premier procès parce que si les tribunaux là libèrent, c'est beaucoup d'argent. Ils sont partis au premier procès l'année passée, au milieu de l'année. Donc, ça donnait l'espérance. On a dit qu'ils s'accrochent et tout et tout. Et là, en décembre, elle a fait ses économies. OK? Elle a fait ses économies parce que... Non, j'ai mal expliqué. Ce n'est pas ses décembre. Quand elle devait acheter la maison de 250 000 euros, quand on a validé le prêt, avant de déménager, elle a fait des économies de 12 000 euros parce que tout son argent, elle avait donné l'apport pour la maison. Donc, elle a pris un deuxième job. Le deuxième job là, elle travaille ça à la poste. Elle travaille les jobs là de la poste. Maintenant, elle s'est dit, comme j'ai acheté la maison en dehors de Anvers, il faut que j'ai une bonne voiture pour venir au boulot. Donc, elle a économisé 12 000 euros. Elle a acheté une voiture. Quand elle achète la voiture l'année passée, elle déménage aussi l'année passée. Elle aménage dans sa maison et tout, on s'est équipé la maison. La maison, ça va. Elle m'a dit, elle n'a pas beaucoup trop de travaux. Elle est bien logée. Donc, elle aménage dans sa maison et s'installe avec ses 2 enfants, femme seule et tout. La maman Zaïroise, elle vient de temps en temps. Je suis fière de toi, je suis fière de toi. Elle dit, moi, qu'on insultait toute l'enfance, que je n'aurais rien de ma vie. Aujourd'hui, je suis propriétaire. J'ai acheté une grande maison en Belgique. C'est pas ça le problème. Donc, elle a sa voiture. Depuis qu'elle a eu sa voiture là, comme elle habite loin, quand elle sort de l'église, elle prend les gens, elle les accompagne. Elle a dit, moi, c'est ça mon habitude. Je ne sais pas si c'est les sentiments de la voiture, parce qu'elle a acheté une bonne voiture, une voiture de 12 000 euros en Belgique. C'est déjà une très bonne voiture. Parce qu'en Belgique, avec les 5 000, 6 000, tu peux avoir une bonne voiture. Hein? Donc maintenant, vous voyez un peu 12 000. Très belle voiture qu'elle a achetée. Donc elle a dit, voilà, Kabibi, moi, comme j'ai grandi à l'église et que j'aime beaucoup les seigneurs, après l'église, je prends les sœurs, je te dépose. Elle a dit, moi, je prends les gens à Anvers, je les accompagne jusqu'à Lille, ils vont faire les courses. Je prends les gens à Anvers, je les accompagne jusqu'à Abattoir, à Bruxelles, avec son carburant. Elle dit, c'est sa façon aussi de s'aimer, d'aider les gens. À la fin du kit, elle demande qui n'a pas de transport, qui n'a pas de transport. Elle prend les gens et part les déposer. Elle a dit, Marc Bibi, moi, ma voiture, je la mets au service de Dieu. Si le week-end, pasteur dit que non, on a évangélisation et tout ça, j'irai prendre les jeunes et tout ça. Elle-même, elle est jeune. Hein? Elle n'avait pas 40, elle a 35 ans cette année. C'est une jeune fille. Donc, c'était ça, son histoire. Comme, elle vit comme ça. On les a convoqués en décembre de l'année passée. Elle a eu une très belle année l'année passée. Elle a acheté sa maison. Donc, elle a aménagé dans sa maison. Elle a acheté sa voiture. Et à la fin de décembre 2024, le tribunal a validé qu'elle a gagné le procès. Mais elle ne m'a pas dit le montant d'argent parce qu'on n'a pas encore payé ça.
Elle a gagné le procès contre l'hôpital. La faute est vraiment, c'était une faute vitale parce qu'elle aurait pu mourir. Elle a fait 1 semaine aux soins intensifs à cause des médecins qui ont fait 2 fois la même faute sur la même personne. Elle, on l'a opérée 3 fois après l'accouchement. Tu peux même mourir seulement d'anesthésie. Parce que déjà, l'opération pour accoucher, c'est une opération. Plus réouvrir, on t'a anesthésié. Elle a dit, on l'a anesthésiée 3 fois en 1 mois. En 1 mois. Elle n'est pas morte. Elle dit, c'était ma prière que Dieu, que mes enfants ne restaient pas seuls comme moi. Que mes enfants, elle n'est pas décédée. Donc maintenant, en janvier, c'est la partie là qu'elle m'a appelée. Parce qu'en janvier, quand j'ai commencé, je crois, les exhortations, je crois que c'était le 8 ou un truc comme ça, elle a dit, j'étais très contente. Parce que maintenant, c'est toi que j'écoutais dans ma voiture quand je pars faire mon 2e job. C'est ça, les jobs là qu'elle commence à 4 heures du matin. Les jobs là, elle m'a dit sur les périphes et tout, c'est 10 minutes de sa maison, là où elle habite. Donc, en plus, vous voyez que c'est les jobs de la poste. Si c'est comment là, tu peux travailler avec des écouteurs. Donc, notre maman, au mois de janvier là-bas, vers les fins janvier, on va dire, bon, vers le 17 janvier par là, elle a fait accident. Quand elle fait accident, c'est quand elle se rend compte qu'elle habite dans un coin isolé. Il n'y a pas de transport. Qui va l'aider dans ces coins-là? Les gens là, tu viens d'aménager, ce sont des blancs qui, voilà, ils ne te connaissent pas encore, ils ne te connaissent pas trop pour aller leur demander une aide comme ça. Quand elle fait maintenant son accident, c'est cette partie qu'elle m'a racontée. Elle s'est retrouvée coincée. Elle m'a dit, Maman Kabibi, les 2 premiers jours, je suis allée au boulot à pied. Le boulot là que je commence à 4 heures du matin, j'ai marché à pied. Je n'avais pas l'argent que tu entends, l'argent. Je n'avais rien, c'était janvier. J'avais déjà fait les pleins de mon carburant. Donc, l'argent était, elle a dit, je suis partie à pied. Une route que j'ai fait 10 minutes de périph', Maman Kabi, j'ai marché ça 2 heures du temps. Quand elle a fait 2 jours, ses pieds ont gonflé, là, il est plein. Elle a pleuré, elle a dit, Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais que je n'ai pas l'argent. Je viens la maison devient un calvaire. Pourquoi j'ai déménagé en campagne? Il n'y a pas de bus. Maman, à 4 heures du matin, même à 6 heures, il n'y a pas. Campagne, là, tu dois conduire 3 kilomètres pour aller trouver un endroit où il y a un bus qui passe toutes les 1 heure ou toutes les 2 heures. C'est là qu'elle habite. Vous-même, imaginez une maison qui coûte 250 000 qui est en agglomération de Anvers. Parce qu'Anvers, c'est une grande ville. Donc, ça veut dire, vous voyez qu'elle est isolée, éloignée. Elle a marché à pied 2 jours pour aller à la poste. Elle a pleuré. Maintenant, son enfant qu'elle a accouché, là, le petit, le bébé, là, Emmanuel, qui prie beaucoup, il habite à l'internat. Elle a déjà mis Emmanuel à l'internat parce que Emmanuel, quoi ça? Elle doit partir au travail. Il revient samedi, dimanche, et puis il repart à l'internat. C'est un bon internat. Donc, tu vois, l'argent pour payer tout ça là. Et elle, sa vie, c'est vraiment bien calculé. La galère. Elle a pleuré, elle s'est demandé où est-ce que je vais trouver l'argent. Tararan, c'est venu dans sa tête. Je vais aller demander à mon boss. Je vais aller demander à mon boss avant ce salaire. Elle part demander à son boss, ce sont les sociétés sous-traitantes. Hein? Elle ne travaille pas à la poste comme agent postal des postes. Elle travaille comme les sous-traitants qui ont les contrats à la poste. Vous voyez les gens qui partent faire préparation des commandes là, qui jettent les lettres de gauche, lettres de droite. C'est ça les gens des boulots qu'elle fait. Donc, cette société-là, c'est un patron qui l'a embauché pour travailler à la poste. Elle part voir les patrons là. Oh, patron, vraiment, j'ai des problèmes de la voiture, je suis venue à pied. Elle pleure et tout ça. Le patron lui dit, OK, je comprends. Je vais te faire avance sur salaire. Avance sur salaire, c'est 2500 €. Pour qu'elle achète une voiture, pour qu'elle aille au travail, il a pitié d'elle. Elle m'a dit, Kabibi, quand on m'a donné les 2500 €, j'ai vu ça comme 2 500 000. Tellement j'étais fatiguée, j'ai commencé à appeler les Uber. D'abord, les Uber là même que tu as dit, Maman Kabibi. J'habite en campagne, les Uber refusent. Elle a dit, j'ai compris pourquoi. Donc, elle a dit, c'est pas qu'il ne faut pas habiter en campagne. Mais en campagne, là, quand tu pars habiter, il faut avoir 2 voitures. Une fausse voiture pour remplacer la bonne voiture. Même les Uber, les faux Uber, ils habitent à Anvers. Quand tu dis de venir te prendre, lui, en fait, la distance, c'est de 10 minutes.
Donc, lui, il va conduire à 3h30 du matin pour venir te prendre faire 10 minutes. C'était même compliqué pour trouver les Uber là. Tu ne connais aucun voisin qui va accepter de faire ça pour toi. Elle a dit la souffrance, la maman Kabibi, les 2500. Je suis partie chercher un vendeur. Le vendeur là, oh, direct, oh oui, j'ai une voiture à te vendre. J'ai oublié le nom de la voiture. Une voiture vraiment basique, quoi, une voiture non-name à te vendre. Mais je dois la passer contrôle technique. Elle dit, maman Kabibi, tu as déjà espéré les contrôles techniques. Parce que les contrôles techniques ne passent pas, c'est mort. Elle a attendu 4 jours, le monsieur est venu faire contrôle technique. C'était bon. Mais elle a dit la voiture là, par rapport à celle-là qu'elle vient de perdre dans l'accident. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc, elle a une voiture de 2500, quoi. Mais ça l'a quand même soulagée parce qu'elle m'a dit, Kabibi, je ne savais pas où je peux trouver même 2500 parce que moi, tout mon salaire, on va me prélever ça. Tout mon salaire, c'est mes dettes, tout mon salaire. Maintenant, il fallait 2500. Maintenant, elle s'est tapée une dette de 2500 chez son patron qu'elle doit rembourser. Il va prendre un peu sur son salaire. Peut-être prenons 50 € ou 100 €. Mais par contre, tu dois être là. Mais c'est ça qu'elle me dit que maintenant, la femme du monsieur là, elle est difficile. La femme du blanc qui lui a prêté l'argent, la femme là du patron, elle est très difficile. Donc, l'espoir même d'avoir l'argent là, il n'y avait pas. Mais Dieu lui a fait grâce. Il est parti toucher une personne difficile qui lui a prêté 2500 pour acheter la voiture. Donc, c'est pour ça qu'elle est très apaisée. C'est ça la partie là qu'elle avait décidé de témoigner. Elle m'avait appelée très contente. Maman Kabibi, j'avais fait l'accident. Dieu m'a donné l'argent pour avoir Dieu m'a donné l'argent pour acheter une autre voiture. Maintenant, pourquoi elle m'avait dit ça? Elle m'a dit l'autre fois, tu prêchais, tu disais que c'était mon commentaire, je faisais les commentaires. Elle m'a dit, tu vois, que tu faisais les commentaires, tu as dit que pourquoi toi, tu t'étais levé, tu avais arrêté un député sous la route, tu as demandé l'adresse, qu'il ne faut pas avoir peur, il faut aller pousser les portes, il faut aller, elle a dit, Kabibi, quand tu as dit, elle a dit, j'étais piétonne, j'ai dit, mais il faut que je tente. La femme du monsieur là, elle est catégorique, la femme du monsieur de l'agence. Elle a un mauvais cœur. Maintenant, quand tu disais ça, il faut essayer, il ne faut pas laisser, il faut aller là où on a dit qu'on ne donne pas, qu'on va te donner. Elle a dit, Kabibi, j'ai saisi ces paroles-là. J'ai dit, Seigneur, moi, tous les matins, j'écoute maman Kabibi à 5h du matin. Elle a dit que même si là-bas, on chasse les gens, toi, tu es spécial, toi, tu es l'enfant de Dieu, toi, tu portes la grâce, toi, tu es particulier, toi, pour toi, on va faire. Elle a dit, Kabibi, quand tu as dit ça, j'ai saisi ça, je suis partie demander l'argent, on m'a donné les 2500. C'est pour ça que je t'avais appelé pour te dire que maman Kabibi, j'avais fait l'accident, Dieu m'a donné l'argent de la voiture. C'est ça les témoignages que je vous ai racontés hier. C'est pour ça qu'elle n'était pas entrée dans les détails parce qu'elle était contente d'avoir pratiqué ce qu'on prêche ici. C'était ça les petits témoignages qu'elle voulait donner. Maintenant, quand elle a vu que je n'ai pas compris, moi j'ai raconté ça. Elle a dit non, l'histoire n'a pas commencé. Là, c'est la fin de l'histoire. Mais elle est contente d'avoir cette voiture-là parce que ça lui permet d'aller au boulot. Mais elle attend son pactole. Elle a déjà gagné les procès. Comme elle est là, on va lui donner son argent. Elle va finir sa dette de la maison. Elle aura l'argent. Maintenant, je lui ai demandé pour son papa. Son papa, il est déjà rentré. Vous voyez que cette fille, elle a quitté chez eux. À quoi ça? À 16 ans. OK? Elle a un grand enfant, elle a un adolescent. Son enfant qu'elle a eu avec le premier Portugais, là, il est déjà adolescent. Il habite avec elle. C'est le tout petit ici qui a 6-7 ans, qui habite à l'internat. Son papa a déjà fui Sylvia et le papa là. Vous-même imaginez, elle a 35 ans. Quand elle était venue en Belgique, Sylvia avait 60 ans. Elle est venue en Belgique à 9 ans. Donc, 60 ans, plus 25 ans, ça fait combien? Sylvia, c'est une vieille mamie, comme on raconte l'histoire ici. Elle m'a dit, Sylvia, c'est une vieille femme, une vieille maman, elle n'est pas morte. Je n'ai même plus de ses nouvelles, mais elle cause un peu avec les enfants de la sœur de Sylvia. Parce que Sylvia, elle avait une sœur portugaise, seulement comme elle. Les enfants de la sœur de Sylvia sont grands. Ils se connaissent parce qu'elle a déjà grandi. Vous voyez qu'elle a 35 ans, c'est déjà une femme. Elle a dit, elle sait qu'ils habitent seulement là-bas. Elle a dit, les Carlos là, les fils de Sylvia, il doit avoir ses 50 ans aujourd'hui. Il habite toujours là-bas chez Sylvia. Il attend que Sylvia meure pour prendre la maison. Effectivement, ça sera sa maison. Son papa est déjà rentré en Guinée, ça fait si c'est 17 ans et il a déjà fui Sylvia. Maintenant, son papa, il a refusé de la divorcer.
Il a refusé de divorcer Sylvia parce qu'il veut manger l'argent des conjoints. Parce que Sylvia va mourir, elle est vieille. Quand elle va décéder, c'est lui le conjoint officiel. L'argent de la retraite de Sylvia, là, on va donner au conjoint. Le papa, là, il a refusé de divorcer Sylvia. Parce que Sylvia, maintenant, n'a plus de mari. Son jeune beau gosse est rentré en Guinée. Il a fui les froids de la Belgique. La vie est terminée. Là-bas aussi, en Guinée, il n'est plus rentré avec sa femme Fatim. Toutes les deux femmes sont déjà parties. Elle, sa propre mère, est déjà partie au village. Maman Fatou. Maman Fatim, elle est restée là-bas, mais elle est restée aussi seulement femme seule comme ça. Son papa ne l'a pas reprise, même quand il est retourné. Elle ne sait pas s'il vit avec une femme. Elle a dit, je n'ai même pas de contact avec lui. Je ne cause pas avec même mes oncles là qui sont en Belgique, Makabibi. Déjà, comme les mariages, je n'avais pas donné, j'avais eu honte et tout. Je suis partie dans mon coin. Mon dernier contact avec les frères de papa, c'était parce que mon gars là tenait à ce que j'ai une famille, que j'étais partie les chercher à Bruxelles. On est parti faire la présentation qui m'a donné la honte le lendemain. Je les ai déjà fouillés. De toute façon, je ne les fréquentais pas depuis que j'étais au foyer. Donc, elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais elle sait que Sylvia n'est pas morte. Parce que si Sylvia meurt, les enfants de sa petite sœur sont ses amis sur les Facebook. Elle cause avec, elle les voit. Elle saura. Elle sait que Sylvia n'est pas morte. Mais elle ne les voit jamais. Elle a dit, Dieu les a frappés d'aveuglement. Elle ne les voit jamais. Même sur la route, elle ne les voit jamais. Même Carlos, elle ne le voit pas. C'est comme si elle n'a pas grandi avec eux, comme si elle n'habitait pas chez eux. Elle a dit, moi, Sylvia qui m'insultait, hein, que j'étais rien. J'ai une maison, Kabibi, j'ai une maison. Elle a une maison de 4 ou 5 chambres. 4 chambres et une pièce supplémentaire, plus les garages, si j'ai bien compris. En tout cas, je sais qu'il y a 5 pièces. Alors, je ne sais pas si c'est 4 chambres et les salons, mais elle m'a dit qu'elle a une très grande maison et elle a son garage fermé, que maintenant, elle veut faire son coin de pâtisserie. Elle attend seulement son argent qu'on va lui donner parce qu'elle fait très bien les gâteaux. Elle a grandi chez Sylvia, elle était la bonne. Donc, on lui a appris les plats dans la maltraitance. La Sylvia lui a appris à cuisiner. Elle cuisine la cuisine des Portugais. Elle sait faire beaucoup de choses. Donc, elle veut faire sa pâtisserie. Parce que les trucs des diamants, là, elle a dit, Marc Habibi, que je monte, je descends. Je suis une noire. C'est l'école vraiment que j'ai étudié pour rien. Parce que je suis noire. C'est un truc des juifs. Elle, depuis que j'ai perdu mon boulot là, j'ai cherché les boulots jusqu'à ce que je suis devenue fonctionnaire. Mais fonctionnaire, ça m'a aidé à avoir un bon prêt pour acheter la maison parce que c'est un travail sûr, quoi. C'est l'État. Donc, c'était un peu volontaire qu'elle était partie à la fonction publique. Donc, elle a toujours ces 2 jobs. Fonction publique, puis son job là d'aller faire préparation des commandes des enveloppes ou quoi, qu'elle fait à 4 heures du matin. Donc, elle fait ça à 4 heures du matin. Quand elle termine, elle retourne chez elle et s'apprête. Elle part à son bon boulot normal des fonctionnaires. Bon, elle n'a pas de mari, hein, vous voyez que c'est une jeune femme, elle a 35 ans, elle est encore souple. Son enfant là, il est grand. Donc, c'est pour ça qu'elle a mis l'autre à l'internat pour que quand elle parte, quand elle revient, elle n'est pas à prêter un enfant, aller les laisser, qui va là. Donc, c'est trop de gymnastique. Et puis, ils habitent en campagne et c'est compliqué. Donc, elle a mis l'enfant à l'internat. Et c'est pour ça que son enfant, il vient tous les week-ends quand il part à l'église. L'enfant, là, il prêche. Elle a dit, moi, mon enfant, il regarde que les dessins animés, les choses, il fait des recherches sur la religion. Il veut prêcher comme des pasteurs. Mon enfant, pour aller à l'église, il ne veut pas porter les jeans. Lui, il veut porter comme la veste, comme le pasteur qui est devant. Elle dit, tout le monde l'appelle Emmanuel. Elle dit, toi, tu es le vrai Emmanuel. Elle a dit, maman, j'ai mis au monde un ange. Mon enfant, là, il prie pour moi. Elle dit, tu vois, quand je n'ai pas la voiture, je suis partie les chercher en bus. On a fait 3h30 pour retourner seulement de l'internat jusqu'à la maison. Imagine, c'est la campagne, Kabibi. Il y a surtout, c'est les week-ends. En semaine même, il n'y a pas les bus. Maintenant, les week-ends, on a fait 3h30. Elle a dit, j'étais assise comme ça, découragée. Mon fils, il m'a tenu comme ça. Il a commencé à prier, maman. Il a commencé à prier, Seigneur, donne la force. Elle a dit, son fils s'est prié parce qu'il regarde qu'il y a des prédications. Son fils a prié pour elle. Elle a dit, ouais. Elle a dit, parfois, quand je les regarde, elle dit, l'enfant ici, j'ai chassé son papa parce que tellement j'étais déçue. Elle avait fait la dépression quand elle s'était rendue compte qu'elle était enceinte. Elle était mal. Elle a dit, maman, j'étais déprimée pour accoucher un sein. J'avais eu trop mal. J'ai dit, comment j'ai la malchance, les hommes jouent avec moi comme ça. Le gars, il m'a engrossé pendant qu'il est marié. C'est pour ça qu'elle avait chassé. Elle a dit, il m'a donné un trésor. Il a voulu revenir dans ma vie. J'ai dit, papa, tu es un homme marié, tout sauf ça. Tout sauf ça. Déjà, je sortais déjà avec toi. J'ai risqué. Je vivais genre dans les péchés. Maintenant, je vais vivre dans les péchés avec un homme marié. C'est 2 fois péché, pardon. Je reste. Elle a dit, je suis tranquille comme lui. J'ai fait ma vie. J'ai pris que Dieu me donne mon mari.
Que Dieu me donne mon mari, mais sinon, j'occupe mon esprit. Je suis ambitieuse. Déjà, j'ai 2 boulots, j'ai mes projets, je vais faire ma pâtisserie. Elle a dit, j'ai vu ma vie, j'ai fait mes trucs, j'ai enlevé ça de ma tête. J'ai mes 2 enfants, j'ai un grand garçon et un qui a 6, 7 ans, c'est pas bébé. Donc, elle est indépendante, elle attend ses sous. Elle a dit, tu as vu comment? Elle m'a dit, tu vois, mon enfant là, Dieu avait vu que j'avais un bon cœur, que j'avais la volonté. Est-ce que tu te rends compte que c'est pour accoucher mon enfant là que moi j'ai gagné le procès de beaucoup d'argent? C'est pour l'accoucher lui. Et l'enfant, il est comme s'il est parfait. Mais un enfant d'un homme qui est venu te mentir les fiançailles, qui est même allé vouloir te remettre en communion avec des sorciers. Les sorciers que j'avais déjà fouillés. Il est parti me remettre avec à Bruxelles pour faire une dot qui n'avait même pas d'essence pendant qu'il était un homme marié. Tous les soucis que j'avais, elle a dit, maman Kabibi, tu vois les choses que tu prêches là, que faut pas te morfondre, faut pas pleurer, faut pas Dieu sait, il faut garder l'esprit. Elle a dit, maman Kabibi, j'étais déprimée. Quand j'avais su que j'étais enceinte, maintenant j'ai dit, je suis une sœur qui piétine. Maintenant que j'aille avorter, le type ici est marié, que je fasse comment? Elle dit, tu vois un peu la culpabilité que j'avais. J'avais l'impression que j'ai trahi Dieu. J'avais l'impression que Dieu m'a trahi. Donc, mes sentiments étaient mélangés. Elle avait tellement déprimé qu'on l'avait hospitalisée. J'ai oublié de vous dire ça. On l'avait hospitalisée de dépression quand elle a su que les gars là étaient mariés. Donc, elle avait mis son espoir que j'ai trouvé le sans-papier là. Je l'avais aidé. Il est parti aimer une fille pour qu'il lui travaille. Moi aussi, Dieu m'a donné un bon gars. Alors que le gars est bon parce qu'il est marié. Donc, elle a dit tout ça, tu vois, derrière mon drame, c'est dans ces drames-là qu'est venue la bénédiction. C'est après ces drames-là qu'aujourd'hui, j'attends beaucoup d'argent. Ces drames-là. J'ai un enfant qui me donne la joie. Je vis bien, j'ai ma maison. Je vais terminer la dette de ma maison. Mes enfants, moi, seront des héritiers comme Carlos. Carlos, qu'on m'a insulté toute la vie, que moi et mon papa, nous sommes des voleurs, nous ne sommes rien là. Moi, à 35 ans, j'ai une grande maison. J'ai une maison dans les mêmes Belgiques, dans les mêmes Flandres, où moi, on m'a insulté. J'ai dormi avec le chien pendant 7 mois. Parce que j'étais rien du tout. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai qu'un enfant dedans, j'ai ces 4 chambres. Je peux dormir dans cette chambre, dans cette chambre, dans cette chambre, dans cette chambre, comme je veux. Comme je veux. J'ai grandi avec un papa maltraitant. Je ne connais pas ma mère. Depuis qu'elle a quitté, elle a dit, tu vois, moi, je n'ai jamais été en vacances. C'est ça la question qu'elle voulait me poser. Elle m'a dit, maintenant, maman Kabibi, est-ce que tu penses que son petit frère là, le petit frère que sa maman avait mis au monde là, Mamadou, son petit frère, son travail, c'est lui demander l'argent. Quand elle lui donne l'argent, il ne la téléphone plus. Il appelle que pour, elle dit, ce n'est même pas des semblants, c'est au vrai sens du mot. Lui, il m'appelle que pour l'argent. Il me demande l'argent. Elle demande l'argent pour la maison. Tu vois, dès que tu lui envoies, même pas merci, il ne va plus t'appeler. Il va t'appeler que le mois prochain pour te demander encore. Donc, elle lui envoie à lui. Lui aussi, il envoie sa maman au village. Elle ne les connaît même pas parce qu'avec leur langue des villageois là-bas, elle parle quoi ça? Flamand et tout ça. Maintenant, la deuxième femme de son papa, son fils qu'elle avait mis au monde, Amine. Amine aussi est venu tout seul en Europe. Il a fait son coupé personnel. Il est arrivé, il est aussi en Belgique. Mais bon, elle ne le fréquente pas. Elle a dit, je le connais, je sais qu'il est en Belgique, mais je l'ai laissé là-bas, maman Kabibi. Quand j'habitais chez eux, il était petit, c'est vrai, il ne m'a rien fait. Mais sa maman, c'était une sorcière. Sa maman m'a maltraité. Sa maman m'a maltraité. Quand il est arrivé, il m'a appelé et tout, mais je l'ai laissé là-bas. J'ai mes problèmes. Elle a dit, quand il a appelé, c'était l'année passée, quand il s'est battu pour acheter sa maison. Elle a dit, non. J'ai autre chose à faire dans ma vie, pardon. Donc, elle n'a jamais vu, mais elle sait que son demi-frère habite en Belgique. Donc, dans ces questions, bon, ça là-bas, ce n'est pas vraiment une question parce qu'elle ne voulait pas le revoir. Elle ne veut pas. Mais c'est la vraie question qu'elle m'avait demandé, est-ce que tu penses que je peux aller aussi en Guinée pour connaître chez nous, pour connaître un peu ma mère? Pourquoi? Moi, je lui ai déjà dit non. Donc, c'est ça, la réponse qu'elle lui a donnée. Je lui ai dit, reste tranquille, tu es bien là. Donc, je lui ai dit, non, laisse-les là-bas. Ça ne sert à rien d'aller provoquer les sorciers. Si ton papa, c'était un marabout, peut-être ta maman aussi. Parce qu'elle ne les connaît pas, elle était petite. Sa maman, quand le mariage est terminé à 6 ans, elle est partie la laisser chez un oncle où on l'a maltraitée. Donc, elle a vu sa maman en dernière fois à 6 ans. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Tu vas aller la chercher, pourquoi?
Déjà, même tu es une bonne fille, quand tu envoies l'argent à son enfant, on lui donne. Donc, c'est bon. C'est déjà bon. Donc, c'était ça l'histoire de notre maman. C'est son témoignage. Elle a témoigné vraiment la grandeur de Dieu. Elle a témoigné l'enseignement qu'elle a ici, d'avoir le courage d'aller pousser les portes parce qu'elle ne savait pas comment elle allait faire de sa vie. Elle est maintenant diminuée dans les provisions, la nourriture pour commencer à payer les transports, aller au boulot. Donc, elle était dépassée. Elle s'est demandé que j'arrête le deuxième boulot. Donc, sa tête tournait. Or, le deuxième boulot, elle a besoin de cet argent-là. Mais elle a poussé la porte. L'encouragement qu'elle a eu ici, elle a eu l'argent, elle a acheté la voiture. Même si c'est une voiture de 2500, mais quand fait quand vous, ça démarre à 4 heures du matin, elle part au travail. Vraiment, on rend gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman, pour ce témoignage. Merci pour ce courage. Merci pour ta force que tu nous transmets. Merci pour la grâce que tu as portée depuis ta jeunesse jusqu'à cet âge. Merci pour tout ce que tu as fait de rester ferme malgré les tourbillons. Tu habitais avec 2 sorciers. Tu avais fait le choix de quitter musulman à devenir chrétienne toute seule comme un enfant. Parce que tu aurais pu être aussi un enfant initié. Tu habitais avec 2 bons sorciers. Donc, ton esprit n'était pas disposé à eux. Tu étais l'enfant de Dieu parmi les sorciers. Tu étais dans la fournaise. Donc, toi, Dieu te connaissait depuis que tu étais petite. Tu habitais avec des gens qui ont tué quelqu'un au Congo. Donc, ils pouvaient te tuer, mais toi, ils ne pouvaient pas te tuer parce que tu étais déjà l'enfant de Dieu. Tu pleurais tous les jours, Jésus. Jésus, tu as dit quoi? C'était ta façon de prier. Tu ne savais pas. Tu vois, quand tu es l'enfant de Dieu, c'est une diablesse qui l'a amené à l'église. Est-ce que vous vous rendez compte? Une maman de boule cristal qui l'a amené à l'église. C'est vraiment terrible. Quand on dit que Dieu est souverain, il est trop grand. Il n'y a personne qui peut le comprendre et dire qu'il le connaît. C'est incroyable. Il fait des choses qui dépassent notre entendement, notre intelligence. En tout cas, maman, sois bénie. Merci à vous tous. Merci pour votre patience, votre participation. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, vos encouragements, en tout cas les bénédictions, la gloire de notre Dieu. Je vous remercie tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love. On va appeler le pasteur pour qu'il termine en beauté avec la prière.